Chapitre 125. Après avoir quitté le centre près de Saint-Gabriel-de-Brandonne, Yvon reprit la route vers le sud avec Poutine. La neige tenait encore sur les champs, mais l'eau sombre gagnait les accotements. Le téléphone resta muet pendant presque une heure. À l'approche de Terrebonne, les routes s'élargirent et les maisons devinrent plus nombreuses. La voie les dirigea vers un secteur boisé où les propriétés disparaissaient derrière des clôtures hautes, des caméras discrètes et des entrées chauffées. Le manque semblait appartenir à une autre planète. Poutine grogna lorsqu'Yvon ralentit devant un portail noir. Ce n'était ni de la peur ni de l'agitation. C'était le signal donné lorsqu'une façade trop propre cachait quelque chose de faux. Le téléphone vibra. L'appel était masqué. Yvon décrocha et activa le haut-parleur. La voix annonça qu'elle reprenait la gourmandise. Yvon lui rappela que le collectionneur venait déjà d'en montrer une forme. Elle répondit que cet homme gardait les restes des autres. La femme derrière ce portail retenait ce qui pouvait encore les maintenir debout. Un dossier entra pendant que l'appel restait ouvert. La première page montrait la directrice d'un organisme d'aide alimentaire. Elle apparaissait dans des galas, des campagnes de financement et des entrevues, entourée de bénévoles et de familles qu'elle prétendait servir. La page suivante montrait les stocks réels. 3 entrepôts contenaient de la nourriture, des couvertures et des produits pour nourrissons. Les inventaires internes affichaient des quantités beaucoup plus élevées que celles déclarées au centre de distribution. Des palettes expiraient pendant que des points de service annonçaient des ruptures. La voix précisa que la femme utilisait la rareté pour conserver le contrôle. Plus les centres manquaient, plus il dépendait de ses autorisations, de ses chiffres et de son image publique. Yvon demanda pourquoi certaines boîtes apparaissaient dans sa résidence. Des formulaires s'ouvrirent. Après une campagne d'urgence lancée pour des inondations dans une municipalité, la directrice avait fait transférer plusieurs palettes vers une réserve temporaire de direction. L'adresse inscrite était celle de sa propriété. Les boîtes portaient encore le logo de la campagne parce qu'elles n'avaient jamais été redistribuées. Une partie alimentait ses réceptions et ses réserves personnelles. Le reste cachait l'écart entre les dons reçus et les quantités officiellement disponibles. La preuve venait de ses propres bons de transfert, signés et classés. La voix déclara qu'elle n'aimait pas aider. Elle aimait décider qui recevrait, quand et combien. Poutine s'arrêta devant le portail et fixa la maison entre les arbres. Un ancien responsable de sécurité, dont l'accès restait actif, avait ouvert la grille avant leur arrivée. Les caméras de façade n'étaient pas détruites. Leur enregistrement avait été interrompu avec ce même accès. Yvon entra avec Poutine et suivit l'allée jusqu'au manoir. La porte de service était déverrouillée. À l'intérieur, la cuisine contenait 2 réfrigérateurs, plusieurs congélateurs et des armoires chargées jusqu'aux tablettes supérieures. Poutine suivit une odeur vers l'arrière-cuisine. Yvon ouvrit une porte coulissante. Des boîtes de lait longue conservation, de préparation pour nourrissons et de conserves remplissaient les étagères. Plusieurs portaient le logo de la campagne mentionné dans les formulaires. Yvon photographia lui-même les numéros de lot, les dates et les étiquettes de transfert. Poutine resta près de l'entrée, le poil tendu autour du cou. La voix expliqua que le premier gourmand conserve des objets pour posséder les histoires. La seconde retient l'essentiel afin de posséder le besoin des autres. Certains centres avaient réclamé ces produits pendant des semaines. La directrice répondait que les réserves étaient insuffisantes ou bloquées par des vérifications sanitaires. Pourtant, tout se trouvait ici, dans une maison chauffée, à quelques mètres d'une cuisine remplie. La voix demanda à Yvon d'ouvrir le congélateur du bas. Il y trouva des repas préparés portant les étiquettes d'un programme destiné aux familles en situation d'urgence. Yvon demanda ce qui allait arriver à la directrice. La voix répondit que personne ne la priverait de nourriture et que personne ne l'enfermerait. La punition consistait à lui retirer le contrôle de ce qui devait circuler. Les preuves avaient déjà été remises à d'anciens employés, à des donateurs, au conseil d'administration et aux autorités responsables. Yvon demanda si la femme savait qu'ils étaient là. La voix répondit qu'une alerte déclenchée dans son propre système la ramenait chez elle. Une voiture entra dans l'allée quelques minutes plus tard, suivie d'une seconde. La directrice conduisait la première.
Une ancienne employée et un représentant du conseil occupaient l'autre. Un journaliste local attendait près du portail avec les documents reçus. La femme entra par la porte principale, téléphone en main. Elle s'arrêta en voyant Yvon, Poutine et les boîtes de l'arrière-cuisine. Elle demanda ce qu'ils faisaient chez elle. Yvon répondit que les formulaires expliquaient mieux leur présence que lui. L'écran du salon s'alluma grâce au boîtier installé plus tôt. Les inventaires, les demandes refusées et les transferts vers la maison apparurent dans l'ordre. La femme parla de réserves stratégiques, de contrôle sanitaire et de prévention des ruptures. L'ancienne employée reconnut plusieurs numéros de lot. Elle demanda pourquoi des centres avaient refusé des familles pendant que les palettes dormaient ici. La directrice tenta d'appeler son avocat, mais son téléphone recevait déjà les messages du conseil, des donateurs et des journalistes. La voix entra par le haut-parleur du téléphone d'Yvon. Elle affirma que cette femme n'avait pas protégé une réserve. Elle avait protégé la sensation de tenir le besoin des autres entre ses mains. Aucune arrestation immédiate ne fut annoncée. Le conseil suspendit toutefois la directrice et retira ses accès aux entrepôts. Les autorités reçurent les bons de transfert, les inventaires réels et les photographies prises dans la résidence. Des équipes attendaient l'autorisation légale nécessaire pour redistribuer les palettes. La femme regardait les écrans sans parvenir à reprendre le contrôle. Elle avait transformé la prudence en accumulation, puis l'accumulation en pouvoir. Poutine se plaça à côté d'Yvon. Il surveillait les mouvements, les portes et les personnes qui entraient dans la maison. La voix déclara que la gourmandise ne consiste pas seulement à manger plus que sa part. Elle consiste aussi à retenir ce qui pourrait empêcher les autres de tomber. Cette forme serait corrigée lorsque les réserves recommenceraient à circuler. L'appel prit fin clairement. Yvon quitta la maison avec Poutine pendant que des bénévoles, des représentants et des enquêteurs entraient dans l'allée. La neige cédait sous une pluie légère. Dans le rétroviseur, les lumières du manoir restaient allumées. La maison ne ressemblait plus à un refuge. Elle ressemblait à un entrepôt privé construit autour du manque des autres. Yvon reprit la route vers Montréal. Derrière lui, le trot commençait enfin à quitter la main qu'il avait retenue.